l'actualité ce soir, les enseignants du Burkina Faso donnent de la voix après plusieurs mois de silence du gouvernement burkinabé. À travers une journée de protestation ce jeudi dans tout le pays, ils dénoncent la lenteur de la mise en œuvre du protocole conclu avec le gouvernement sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, ces chaudes journées à Ouagadougou particulièrement ne sont pas sans conséquences sur la vie des populations. Des cas de décès enregistrés et selon les spécialistes, la situation n'est pas prête de s'arranger les jours à venir comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, Reporters sans frontières vient de publier son classement mondial de la liberté de la presse qui rend compte de la situation au cours de l'année écoulée. La Norvège, la Finlande et la Suède tracent comme chaque année le haut du classement. En revanche, en Afrique, très peu de pays affichent une bonne situation. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, direction Kosiam, le palais présidentiel, où le président du Faso vient d'être invité par le roi d'Arabie Saoudite à effectuer une visite dans le royaume. C'est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina Faso qui était porteur d'une lettre d'invitation du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au président Roch Marc Christian Kaboré. Le président du Faso aurait manifesté son souhait de répondre positivement à l'invitation du roi Salman. Roger Kam, Frédéric Etienne Bassenga. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina est allé remettre une invitation du roi Salman au président du Faso. Le roi invite Roch Marc Christian Kaboré à visiter l'Arabie Saoudite. Une invitation acceptée par le président du Faso. Cette visite que le président du Faso va effectuer en Arabie Saoudite va consolider les bonnes relations qui existent entre nos deux pays. J'espère qu'elle sera fructueuse pour les deux pays. Le président va rencontrer le roi Salman et le prince héritier qui attendent beaucoup de cette visite. Et puis, le comité national du suivi du pèlerinage à la Mecque était face à la presse ce matin pour donner des informations sur l'édition 2019 du pèlerinage à la Mecque. Cette année, le coût du ticket du voyage pour les lieux saints de l'islam s'élève à plus de 2 130 000 francs CFA. On aura appris aussi au cours de cette conférence de presse que l'Arabie Saoudite a renouvelé le quota de 8 143 pèlerins accordés au pays. D'autres détails avec Oumar Zombré. 143, c'est le nombre de pèlerins burkinabés autorisés à prendre part au Hajj 2019. Annonce faite ici au cours de cette conférence de presse. Une conférence qui marque le lancement officiel du Hajj édition 2019. Nous avons signé avec le gouvernement de l'Arabie Saoudite, à travers le ministre Achad du Hajj, une convention qui consacre la participation du Burkina Faso au Hajj 2019. Après la signature de la convention, les différentes prestations donc, ont connu des signatures à travers les agences, que ce soit pour le séjour à Mina et à Arafat. Cette année encore, l'État burkinabé a accordé une subvention afin d'alléger les coûts de transport des candidats au pèlerinage. Le coût du Hajj 2019 est fixé à 2 132 000 francs CFA, soit une diminution de 153 000 francs CFA par rapport au prix de l'an passé. Cette baisse est rendue possible grâce à l'apport de l'État burkinabé qui a apporté donc un concours sur un certain nombre de frais d'une somme de 1 milliard 100 millions de francs CFA. Il convient de signaler que sans cette subvention, le coût réel du Hajj de 2019 allait s'élever à 2 400 000 francs CFA. Pour l'édition 2019, les agences de voyage qui ont assuré le Hajj 2018 ont été reconduites à l'exception de 2 agences de voyage. Elles ont été blacklistées pour non-respect de cahier de charges. Compte tenu des procédures du visa et du délai restreint d'inscription au Hajj fixé pour le 5 mai 2019, le Comité national de suivi du pèlerinage invite les candidats à entreprendre toutes les démarches administratives en vue d'obtenir leurs documents
de voyage. Dans l'actualité ce soir, journée de protestation des enseignants du Burkina Faso à travers leur coordination nationale. Les enseignants observent ce jeudi une grève de 24 heures pour exiger la mise en œuvre diligente du protocole d'accord qu'ils ont conclu avec le gouvernement il y a quelques mois. Le protocole en question insiste sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de l'enseignement à travers un statut revalorisant. Plusieurs mois après, le gouvernement semble traîner les pas selon la coordination et à travers le mouvement de ce matin à Ouagadougou et dans le reste du pays, les enseignants dénoncent donc cette lenteur. Pascal Canet. C'est une piqûre de rappel, une marche pour rappeler au gouvernement qu'ils attendent toujours la mise en œuvre du protocole d'accord signé en février 2018. Depuis, il y a eu certes des avancées sur certains points du protocole d'accord, mais pas au rythme souhaité par la coordination des syndicats de l'éducation. La coordination exige désormais un calendrier clair pour la mise en œuvre de ce protocole arraché de haute lutte. Nous marchons aujourd'hui pour exiger du gouvernement la finalisation du statut valorisant. Nous marchons aujourd'hui pour dire au gouvernement qu'il a pris un engagement relatif à la question des personnels des ex-garderies populaires et qui devrait être opérationnel un mois après la signature du protocole en février 2018. Nous marchons aujourd'hui pour dire au gouvernement que sur la question du trousseau pédagogique, il faut que quelque chose soit fait. Nous marchons aujourd'hui pour dire que les questions indemnitaires pour lesquelles lui-même s'est engagé à corriger l'intégralité des indemnités avant fin novembre. Il y a un gros retard. Nous marchons aujourd'hui pour dire que l'ensemble du protocole souffre dans sa mise en œuvre. Ce matin, au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, les syndicats de l'éducation n'ont pas de mots à transmettre à l'autorité. Ils estiment que la plateforme et le protocole d'accord sont connus de tous. Ils attendent désormais donc des actions et de ces actions dépendra la suite des événements. L'Union européenne et le Burkina Faso ont signé ce 18 avril deux conventions de financement, l'une en soutien au programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest et l'autre au titre du projet d'appui à la gestion de l'aide de l'Union européenne pour le Burkina Faso. Ce sont des programmes destinés à renforcer l'efficience, l'efficacité et l'impact de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso tout en améliorant la gestion de l'aide communautaire pour un meilleur développement économique du pays. On fait le point avec Oscar Soulama et Aimé Solange Guigma. Des échanges de notes qui permettent au Burkina de financer deux projets de développement, à savoir le projet d'appui à la gestion de l'aide de l'Union européenne pour le Burkina et le programme pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest dans son volet Burkina. Des programmes qui visent à renforcer la coopération entre l'Union européenne et notre pays et à améliorer la performance et la contribution à l'industrie et aux exportations des chaînes de valeur huileries et dérivés du coton, miel et dérivés, énergie solaire et domestique. C'est des filières à potentiel important de croissance et de création d'emplois. Ce qu'il faut dire également, cette signature de convention est un processus qui se termine et qui permet d'ouvrir une nouvelle voie de coopération entre l'Union européenne et le gouvernement pour l'appui du secteur privé. L'aide de l'Union européenne, disons sur l'ensemble de la période 2014-2020, puisque c'est un peu la période qui est considérée, est proche de 1 milliard d'euros, ce qui fait plus de 620 milliards de francs CFA. Et c'est pour optimiser l'efficacité des politiques publiques du Burkina Faso et aussi l'efficacité de cette aide au développement qu'il y a besoin de mettre de l'huile dans les rouages à travers ce programme-là. La présente signature porte le taux de mobilisation de ces ressources allouées à 98% et témoigne de la confiance renouvelée de l'Union européenne et de son engagement aux côtés de notre pays pour relever les défis du développement. Les raquettes et autres tracasseries persistent sur les routes de l'UEMOA. C'est ce qui ressort du rapport 2018 de l'OPA
l'Observatoire des pratiques anormales. Ce jeudi, les auteurs du rapport ont partagé son contenu avec les acteurs de la chaîne des transports au Burkina Faso. Explication avec Issa Kawedraogo et Mounir Akere. La surcharge, la corruption routière, la perception illicite, le temps prolongé du contrôle sont autant de pratiques observées sur presque tous les corridors de l'espace UOMOA. Des pratiques anormales qui, selon le rapport 2018 de l'Observatoire des pratiques anormales, sont en baisse. Le rapport présente des éléments qui visent à diminuer un peu les pratiques anormales. En réalité, on a constaté que le rapport annuel présente des éléments qui prouvent qu'il y a des efforts qui sont faits par les États. Moins de tracasseries routières en 2018 par rapport à 2017 et c'est le contenu de ces rapports que ces acteurs chargés du contrôle, les chauffeurs routiers, les transporteurs, les transitaires et les associations des consommateurs prennent connaissance. Il s'agit de sensibiliser tous les acteurs du système des transports aux fins d'un changement qualitatif de comportement. Nous sommes en train d'organiser les acteurs en termes de respect des textes communautaires, notamment le respect de la charge à l'essieu. Et vous avez vu qu'au niveau du ministère de la Sécurité aussi, il y a eu la création d'une structure qui est chargée de faire la police des polices, de regarder ce qui ne va pas sur les différents corridors et d'apporter des réponses. Cet atelier national de restitution et de diffusion du rapport 2018 est l'œuvre de l'Observatoire des pratiques anormales en collaboration avec l'Union européenne. L'Observatoire entend ainsi attirer l'attention de l'autorité politique sur la persistance des tracasseries routières sur les corridors de l'UOMOA. Et cette brève, avant de poursuivre, après une semaine de suspension, l'audience est reprise au tribunal militaire de Ouagadougou. Les avocats de la partie civile qui devraient en principe entamer leur plaidoirie ont demandé un report d'audience. Le motif, ils disent ne pas être suffisamment prêts pour aborder cette ultime étape de la procédure. L'audience est à nouveau reportée pour le 23 avril prochain. Je le disais en titre, poussée de chaleur ce mois d'avril au Burkina Faso et particulièrement à Ouagadougou. Le thermomètre affiche plus de 41 degrés à l'ombre à certains moments de la journée. Une situation particulièrement intenable pour les seniors. À l'hôpital de district de Bogodogo, dans la capitale burkinabé donc, 67 cas de décès auraient été enregistrés et consécutifs à cette poussée de chaleur. Selon les spécialistes, la situation n'est pas prête de s'arranger les jours à venir. Constat avec Lassina Ouattara et Oumar Zombré. Ouagadougou sous un soleil de plomb. Il est 14 h et le thermomètre affiche rouge. La maximale relevée est de 41,1 degrés à l'ombre selon les données de la station météo de Somgandé. Il fait très chaud à ces moments et en plus, faut dire la nuit c'est infernal. Quand on rentre à la maison, mais le mur, tout est chaud. Je suis retraité, vraiment, la chaleur là, c'est pas facile. Le malheur aujourd'hui là, c'est un problème. Ouais. Donc ça ne fait qu'emporter les vieilles personnes. Est-ce que vous pensez qu'il fait beaucoup plus chaud ce temps-ci que l'année passée? Il fait chaud plus que l'an passé. Selon moi, je constate que cette année-là, il fait plus chaud que par rapport aux années passées. Les personnes interviewées n'ont pas tort. Il y a bien une augmentation de la température par rapport à la normale ces dernières années. On a constaté ces derniers temps, ou disons plus particulièrement le mois d'avril, une hausse assez légère, je dirais, des températures. Et cette hausse est de l'ordre de 1 degré à 2 degrés Celsius, que ce soit par rapport à l'année passée ou par rapport à la normale. Et cette température se situe aux environs de 40 degrés à 42-43 degrés qu'on a enregistré depuis le début du mois d'avril au niveau de Ouagadougou. Certaines régions, dont celle de l'Est et du Sud-Ouest, qui étaient habituellement épargnées jusque-là, connaissent un pic de température. Gawa, qui oscillait entre 32 et 37 degrés, est passé à plus de 40 degrés cette année. Cette situation de forte chaleur n'est pas sans conséquences. À l'hôpital universitaire de Bogodogo, le nombre de consultations pour les coups de chaleur est en augmentation actuellement. Il y a des signes qui alertent. Vous allez sentir donc un changement de comportement. Le changement de comportement, on se rend compte que la personne
devient omnibulé. C'est-à-dire c'est une personne qui d'habitude qui court normalement, vous voyez que la personne devient somnolente. Et quand la personne devient somnolente, vous approchez la personne, vous vous rendez compte que son corps est très chaud et il fait des températures de l'ordre de 40 degrés. Et si rien ne fait, le malade se met à convulser. En ces mois de canicule, les plus vulnérables restent les vieilles personnes et les enfants. Les décès se multiplient dans la tranche d'âge des personnes âgées de 60 ans et plus. Et sur les 2 dernières années de mes statistiques, je me suis rendu compte que ma mortalité la plus élevée était dans le mois de juin, qui correspond généralement avec le pic de chaleur. Et effectivement, de mars, avril, mai, on sent que la mortalité ne fait qu'augmenter. Et quand nous rentrons dans la mortalité par tranche d'âge, on se rend compte que la tranche d'âge supérieure à 60 ans a une mortalité qui est supérieure à 30%. Et plus particulièrement cette année, pour le mois de mars, je viens de me rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, je suis à 67 décès. Face à cette situation, il faut donc prendre des précautions. Pour les personnes âgées, ça veut dire c'est d'éviter de sortir les personnes âgées pendant les périodes les plus chaudes. Ça veut dire, s'ils ont un déplacement, éviter de les sortir dans les environs de midi, 13h, parce que là, le pic de la chaleur est assez élevé. Et également, il faut les faire manger normalement, en les donnant des choses aussi simples, les fruits frais, des légumes, parce que dans les légumes, on a beaucoup plus de l'eau, en les donnant donc de la soupe. Et en évitant de les faire prendre les aliments secs, c'est-à-dire les aliments qui les envoient encore à aggraver la soif. Aussi, il faut que ces personnes-là passent plusieurs fois dans des endroits froids. À défaut de passer dans des endroits froids ou climatisés, ils n'ont qu'à prendre plusieurs bains. Également, il faut éviter de les faire consommer de l'alcool. Le minimum d'eau qu'il faut boire par jour est de 1,5 litre. Ces mesures s'appliquent également aux moins âgés. Ce sont donc de nouvelles habitudes à adopter car la baisse des températures n'est pas pour demain. Pour les spécialistes du climat, les températures seront de plus en plus élevées si rien n'est fait pour respecter les accords de Paris. D'ailleurs, la hausse de la température a déjà franchi la barre des 1,5 degrés alors qu'elle était attendue pour l'horizon 2030. La mairie de Bobo-Dioulasso s'est engagée à traiter et transformer les ordures ménagères de la ville et pour concrétiser le projet, elle vient de signer une convention avec l'entreprise Greenroad. Le 16 avril dernier, une rencontre d'information sur la première phase du projet, à savoir l'étude de faisabilité, a réuni à Bobo-Dioulasso donc tous les acteurs intervenants dans le projet. Ismaël Paré, sur place à Bobo pour les détails. Selon les autorités communales de Bobo-Dioulasso, la ville compte environ 1 050 000 habitants de nos jours. Et cette population déverse au quotidien une forte quantité de déchets qui causent d'énormes désagréments. C'est pourquoi il faut des actions pour traiter et transformer ces ordures. Et cet atelier d'information réunit ici tous les acteurs qui interviennent dans ce projet. Aujourd'hui, on se réjouit d'un projet ambitieux que nous avions en termes de collecte, de transformation des déchets au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso. Cela doit passer obligatoirement par cette étape d'étude de faisabilité. C'est pour ça que nous avions appelé pratiquement toutes ces sensibilités, ces acteurs à se joindre, à ce qu'on puisse leur présenter de quelle manière ils vont procéder et pour aboutir effectivement à ces résultats de l'étude de faisabilité. Dans le cadre de ce projet de traitement des déchets, une convention entre la mairie de Bobo-Dioulasso et l'entreprise en charge des travaux a été signée le 22 octobre 2018. Aujourd'hui, cette rencontre d'information permettra aux différents acteurs d'être plus situés sur le projet. C'est les études qui vont déterminer la quantification des déchets à Bobo-Dioulasso et la disponibilité même des déchets. Et ce qui déterminera exactement l'installation de l'unité de transformation. L'entreprise Greenroad Energy prévoit traiter par jour environ 850 tonnes de déchets, soit une production en énergie de 18 MW par heure. À travers ce projet, la mairie de Bobo-Dioulasso dit travailler à offrir un cadre sain à sa population. Un partenariat conclu entre l'Europe et l'Afrique fait progresser le développement d'un médicament antipaludique de nouvelle génération. Ces essais seront réalisés dans 4 pays d'Afrique, notamment le Burkina, le Mali et le Bénin.
Et le projet vient d'avoir un financement de 10 millions d'euros sur 5 ans pour Wanekam. C'est le nom du projet, une collaboration unique entre chercheurs sur les médicaments antipaludiques. On fait le point avec Nathalie Sawadgou et Lassina Ouattara. De l'espoir dans la lutte contre le paludisme. Un groupe de chercheurs d'Europe, aux côtés de leurs collègues de l'Afrique de l'Ouest, ensemble veulent partager leurs expériences pour produire des médicaments plus efficaces afin de lutter contre le paludisme. Ce partenariat Nord-Sud pour les essais cliniques du CAF 156, une nouvelle combinaison antipaludique, a été financé à hauteur de 10 millions d'euros sur une durée de 5 ans, et ce, dans le cadre du projet Wanekam 2, réseau ouest-africain d'essais cliniques d'antipaludiens. En plus de l'étude clinique qui va être supportée par le financement proprement dit, Novartis va contribuer au développement des capacités, à fournir les équipements qui ne seraient pas disponibles et à faire en sorte que le niveau technique soit amené aux standards internationaux. Nous avons également le partenariat avec MMV qui fait partie de ce grand consortium, et ensemble nous allons travailler à la mise à disposition de nouveaux médicaments contre le paludisme pour les enfants africains. Les recherches sont à la phase 2 selon les responsables qui espèrent finaliser la phase 3 et l'évaluation d'ici à 5 ans. Nous, chercheurs au niveau de GRA, en partenariat donc avec nos collègues du Mali, du Niger et surtout du Gabon, où l'étude se déroule en 2 étapes. Il y a une première étape où donc on prendra un nombre relativement réduit d'enfants de moins de 12 ans. Et après cette étape, on passera maintenant à la grande phase où on va maintenant inclure et les adultes et les enfants jusqu'à 6 mois. Les chercheurs promettent qu'à la fin de leurs recherches, les médicaments seront mis à la disposition des populations qui en auront besoin et à un prix abordable. Et puis la radio rurale au Burkina Faso a relancé ses activités. Cela fait 2 ans à présent, après 5 ans de suspension. Et pour cet anniversaire, elle annonce une nouvelle grille de programme avec l'augmentation du nombre de langues nationales parlées sur l'antenne. Christine Koulibaly. Ces émissions sont presque toutes en langue nationale et le monde rural sa cible. Nous sommes sur les zones de la 90.3 FM, la radio rurale qui célèbre ici l'an 2 de la relance de ses programmes. Et malgré un contexte médiatique marqué par une forte concurrence, la radio rurale a sa place, foi de ses premiers responsables. Il faut cependant que les agents de la radio rurale prennent la mesure de la tâche qui est la leur, saisissent les opportunités pour pouvoir véritablement servir le grand public, notamment les auditeurs. Pour nous, c'est un instrument de travail, un instrument que nous utilisons pour communiquer avec notre base qui se trouve effectivement dans les campagnes et qui se trouve dans les champs et qui peut effectivement écouter la radio. Donc vraiment je voudrais en tout cas tirer mon chapeau pour tout ce personnel qui se sacrifie jour et nuit pour que nous puissions, nous, en tout cas les ruraux, communiquer et former, sensibiliser nos acteurs. Aujourd'hui, plus qu'hier donc, la contribution de la radio rurale au développement ne souffre pas de débat. Et c'est pour ça justement que nous faisons cet effort-là, de compléter la couverture du territoire pour ce qui est des émetteurs, mais également d'améliorer le package technique et les disponibilités, notamment en ressources humaines, pour que la radio rurale puisse être encore plus présente dans nos contrées. En rappel, c'est le 24 novembre 1969 que la radio rurale a été créée, se voulant un instrument spécialisé au service du développement du monde rural. Elle disparaîtra en 2012 au profit des RTB de région pour renaître en avril 2017. En culture, le festival Jazz à Ouaga débute le 26 avril prochain au Sénasa. Cette édition a
Pour cette édition, c'est une programmation riche et diversifiée, comme à leur habitude que les organisateurs proposent. Des grands noms de la musique africaine comme Bassekou Kouyaté du Mali, Mamar Kassé du Niger et Jeanne Kounker du Burkina, mais aussi d'autres groupes traditionnels, Ini Janine Kambiré. Du 26 avril au 4 mai 2019, la 27e édition du Festival international Jazz Awaga connaîtra 3 scènes, 9 soirées de concerts, avec plus d'une quinzaine de groupes du Burkina et d'ailleurs, mettant en exergue la diversité culturelle. Toutes ces activités se dérouleront au Sénasa, dans la cour du FESPACO et à l'Institut français. Quand dans une programmation, vous avez autant d'artistes, je ne sais pas, Manu Gallo, là, vraiment, je vous invite. J'invite surtout les artistes femmes. Il faut venir prendre leçon de musique. John Yale, inutile de vous le dire. Bassekou Kouyaté, Ngoni Master, c'est le maître de Ngoni. John Akadius. Et on a aussi mis en valeur nos artistes burkinabés. Eugène Kounker, Bébé, Prince Bissongo, Jacob Salem, Sylvain Dando Paré, Patrick Cabré, Awa Boussine. Vous voyez, donc ça dit que sur... et Ablaï Traoré, donc ça dit que sur 15 artistes programmés, on a 7 artistes burkinabés. Qualité, originalité et innovation sont les 3 mots-clés de Jazz Awaga 2019. La cérémonie d'ouverture prévue pour se tenir au Sénasa connaîtra une pièce chorégraphique, une sorte de jazz en mouvement concoctée par Irène Tassambedo. Elle a décidé vraiment de nous accompagner, d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça va être à l'ouverture le 26 avril. Ensuite, nous avons une résidence qui s'appelle Résistance, autour de l'artiste Yacouba Mama Kassé, avec le groupe Ougadez et l'artiste burkinabé du Sahel, Sadio Koda. Ils vont faire une résidence de création qui va être présentée pendant Jazz Awaga. Le thème retenu, jazz et musique, facteur du vivre ensemble, est parti du constat selon lequel le tissu social se détériore de jour en jour au Burkina et dans la sous-région. Le Festival international Jazz Awaga entend en 10 jours mettre du baume au cœur des populations et contribuer ainsi à renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix. Et puis la star africaine Dadju se produit en concert à Ouagadougou. La révélation française de l'année durant l'année 2018 durant les NGR Music Awards est donc arrivée ce mercredi dans la capitale burkinabé. Des détails avec Vincent Tiendrebego. Il était annoncé depuis quelques jours, Dadju, le rappeur franco-congolais, est à Ouagadougou depuis la nuit dernière. Au programme de son séjour, 2 grands concerts à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso ce week-end. Déjà, je suis content d'être là. C'est la première fois que je me déplace jusqu'ici, au Burkina Faso. Je suis content. En plus, on va enchaîner 2 concerts, donc je suis doublement content. Et puis voilà, j'espère retrouver un public en feu pour ces 2 concerts. Venez nombreuses, parce que ce qui va se passer, ça va être historique. Premier concert ce vendredi 19 avril au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Puis retour à Ouagadougou samedi pour le 2e concert au Palais des Sports de Ouaga 2000 avec d'autres artistes burkinabés de renom. 2 grands événements organisés par Société Générale Burkina Faso. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça baloter. Il m'en veut pas de me méfier. Homme-femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Et pour refermer ce journal, Reporters sans frontières vient de publier son nouveau classement mondial La liberté de la presse qui rend compte de la situation au cours de l'année écoulée. La Norvège, la Finlande et la Suède tracent comme chaque année le haut du classement. En Afrique, très peu de pays affichent une bonne situation. Regardez. Un monde de plus en plus dangereux pour les journalistes. C'est l'une des conclusions du nouveau classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. Seul un quart des 180 pays étudiés affichent une situation bonne ou plutôt bonne pour la liberté de la presse. Parmi eux, les pays nordiques qui caracolent une fois encore en tête du classement. Dans de nombreux autres pays européens, la situation s'est fortement dégradée, comme en Hongrie qui a perdu 14 places. À la 149e place se trouve la Russie, accusée d'avoir accentué la pression contre les médias indépendants.
La Turquie reste à la 157e place en raison de la chasse aux médias critiques menée par le gouvernement. Ce rapport parle de la Turquie comme de la plus grande prison au monde pour les journalistes. Au moins 68 journalistes seraient actuellement en prison. Même le représentant turc de Reporters sans frontières risque l'emprisonnement. Les États-Unis perdent 3 places et se retrouvent en 48e position. Selon RSF, jamais les journalistes américains n'avaient fait l'objet d'autant de menaces de mort. Même cas de figure au Brésil à la 105e place. Selon le rapport, l'élection de Jair Bolsonaro a accentué la désinformation et la haine des journalistes. Tout en bas du classement, on retrouve sans surprise les pays en guerre comme le Yémen, mais aussi la Chine et les 2 dictatures les plus fermées au monde, la Corée du Nord et le Turkménistan. Parmi les bonnes nouvelles, certains pays ont gagné plusieurs dizaines de places à l'occasion de changements de régime. C'est le cas de la Malaisie, de la Gambie ou encore de l'Éthiopie. Voilà, c'est tout pour ce journalisme. Dilou Massima vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.